Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Merci à vous pour ceux qui sont en avance, ça fait toujours plaisir. Bonjour Marie-Pierre. On va commencer dans 2-3 minutes, comme convenu à 18h. C'est qui organise ça? Bonjour à tous, bonjour aux nouveaux arrivants. Bonjour. On va commencer dans quelques minutes. Est-ce que vous nous entendez bien? Le son, est-ce que l'écran est clair de votre côté? Un petit pouce ou un... Super. Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue à notre nouveau webinaire thématique, donc urgence climatique et urgence d'informer. Donc, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Cota Climat avec Léonard Desmarcarian. Léonard, je te laisse te présenter à notre communauté. Bonjour à tous et toutes. Donc, je m'appelle Léonard Darmarcarian. Je suis chargé de plaidoyer national de Cota Climat, une association qui est reconnue d'intérêt général et qui est engagée pour un meilleur traitement médiatique des enjeux environnementaux. J'étais précédemment professeur d'histoire géo dans le secondaire, également journaliste. Et ce webinaire est parfait pour discuter de tous ces enjeux-là.
Merci Léonard. Donc moi, effectivement, je suis Anne-Louise François, responsable du programme Jeunes Reporters pour l'environnement, porté par l'association Terre Agir, l'association d'éducation au développement durable Terre Agir. Donc bienvenue à toutes et à tous. Merci encore pour votre intérêt et participation aujourd'hui avec nous. Donc nous sommes ensemble 1 heure, donc jusqu'à 19 heures. Et donc on va évoquer avec vous en 3 axes la désinformation climatique. Pour rappeler donc rapidement les consignes, notamment sur les temps d'échange qu'on pourra mettre en place avec vous. L'idée, c'est que évidemment vous pourrez réagir et poser vos questions. Donc on va pendant la présentation du webinaire, on va prendre quelques questions dans le chat pour répondre à vos questions. Et ensuite, on aura plus un temps à la fin, on aura 10-15 minutes de temps plutôt d'échange à l'oral. On vous invitera à mettre la caméra pour nous poser des questions et réagir à ce temps d'échange. Donc si tout est clair pour vous, on va donc commencer ce webinaire. Donc bienvenue à toutes et à tous à nouveau pour les derniers retardataires. Donc sur le programme de ce soir, donc sur ce webinaire des informations climatiques mis en place par Quota Climat et Jeunes Reporters pour l'environnement, on va donc voir en 3 temps, en 3 axes essentiels. Donc on va resituer donc le contexte et les tendances globales liées à la désinformation en France et notamment désinformation climatique. On va rappeler donc évidemment le cadre réglementaire, les limites du système médiatique français. Et donc évidemment, on va avoir une approche aussi plus de solutions de mobilisation pour identifier une information fiable. Donc ce webinaire évidemment est enregistré. Donc pour votre entourage, si vous souhaitez retrouver ce webinaire, on le mettra en différé donc sur notre chaîne YouTube, Jeunes Reporters pour l'environnement. Très bien. Pour ceux qui peuvent partir, ceux qui partiront plus tôt, il n'y a pas de souci. Donc on mettra ce webinaire en replay et on pourra le diffuser pour les personnes qui le souhaitent en différé. Bonjour à tous. Bonjour Léonard. Donc je laisse donc Léonard prendre la suite pour rappeler donc toutes les tendances globales liées à la désinformation dans le paysage médiatique français. Tout à fait. Merci Anne-Lise et bonjour à nouveau à toutes celles et tous ceux qui nous ont rejoints. Dans ce premier temps du webinaire, on va peut-être d'abord dresser un peu un cadre assez large sur les enjeux autour de l'information et de la désinformation climatique en France et dans le monde. Vous le savez peut-être, la perception des enjeux environnementaux dans la société est assez ambivalente. Il existe encore aujourd'hui des personnes qui doutent de l'origine anthropique du changement climatique. Ça, c'est peut-être le premier chiffre à savoir aujourd'hui. Selon une étude qui a été faite notamment pour la Fondation EDF l'année dernière, il y a encore un tiers des Français qui doutent encore de l'existence du changement climatique et de son origine anthropique. Alors, un tiers des Français, c'est un petit peu moins que la tendance mondiale, qui se situe aujourd'hui à 38% selon la même étude. Mais cela reste un chiffre relativement en hausse, puisque la part des Français qui doutaient du réchauffement climatique était de 30% en 2019. Donc il y a 3 points, on passe à plus 3 points entre 2019 et 2024. Le problème sur ce climato-scepticisme persistant en France, c'est que l'origine anthropique du réchauffement climatique a été clairement établie par la science. C'est notamment une étude d'un journal scientifique anglais qui s'appelle Environmental Research Letters en 2021, qui a étudié un champ de 80 000 études. Il en a prélevé 3 000 au hasard, et sur ces 3 000 études, identifié 99,9% des études scientifiques attestaient de l'origine anthropique du changement climatique. Donc, climato-scepticisme persistant en France, consensus scientifique sur le changement climatique. Pourquoi la question du climato-scepticisme aujourd'hui pose problème et pose des conséquences au-delà des questions environnementales? Parce que ce sont des risques globaux qui affectent l'ensemble des sociétés où que l'on habite dans le monde. Ça, c'est notamment un apport du rapport du Forum économique mondial. Donc, c'est ce moment de l'année à Davos où se réunissent globalement les plus grands leaders économiques et internationaux. Et dans ce travail de prospective,
le rapport du Forum économique mondial met en évidence auprès des personnes qu'il a interrogées, un ensemble d'acteurs publics et économiques, que sur les 10 prochaines années à venir, la désinformation et les risques environnementaux sont les deux risques les plus importants d'ici 2035. Vous pouvez le voir ci-dessous sur l'écran. Vous avez en violet, on vous transmettra les informations, vous avez en violet à date d'ici 2 ans. Le premier risque identifié, c'est celui de la désinformation. Le deuxième risque qui est identifié, c'est celui des événements climatiques extrêmes. Et le troisième, c'est le risque d'un conflit armé interétatique. Mais si on regarde à horizon 10 ans, on constate que le top 4, les 4 plus grands risques mondiaux sont d'abord les événements climatiques extrêmes, ensuite l'érosion de la biodiversité et l'effondrement l'effondrement écosystémique, sans oublier non plus la crise des ressources naturelles. Ça, c'est des éléments, ils sont assez importants puisqu'on commence à toucher un petit peu du doigt l'imbrication entre désinformation et enjeux climatiques. Mais le contexte ne se résume pas seulement à la situation mondiale. En France, notamment dans le cadre des États généraux de l'information qui ont été discutés l'année dernière, qui était une grande réunion rassemblant différents professionnels, différents journalistes, différents ministères, une étude a été réalisée par l'ARCOM, l'autorité de régulation, qui explique que l'environnement est l'un des centres d'intérêt principaux des Français en matière d'information. Au même titre que de la santé, il y a 7 Français sur 10 qui sont intéressés par les questions d'environnement, de climat et d'écologie. Mais ce que l'étude met aussi en valeur, c'est que sur ce sujet-là, les Français se sentent pas nécessairement bien informés. Ils se sentent mieux informés sur les questions de santé, sur les questions de culture, sur les questions de sport, que sur la question environnementale. Et ça, c'est un premier problème. L'autre élément à avoir en tête, c'est que les Français sont intéressés par l'information, les Français sont intéressés par l'information environnementale et les Français sont de grands consommateurs, notamment des médias traditionnels. Il y a près de 90% des Français aujourd'hui qui regardent régulièrement la télévision. La part est un peu moins importante pour la radio, c'est 70%. Mais les médias traditionnels restent une référence à la fois culturelle et sociale. Et c'est pour ça, nous, dans le travail de Quota Climat, on insiste beaucoup sur le rôle des médias traditionnels en matière d'information environnementale. Malheureusement, malgré un grand intérêt des Français sur l'information environnementale, celle-ci reste peu importante en termes de quantité. Quota Climat fait partie avec différents partenaires, dont l'ARCOM, dont d'autres associations, d'une initiative qui a été une première mondiale, qui s'appelle l'Observatoire des médias sur l'écologie, dont vous avez un graphique ici sur le PowerPoint, et qui s'attache, à travers cette courbe-là plutôt descendante et plutôt stagnante, qui s'attache à disséquer le temps d'antenne dédié aux enjeux environnementaux dans les programmes d'information des médias audiovisuels. Les programmes d'information des médias audiovisuels, ça veut dire quoi? Ça veut dire le journal de 20h sur France 2, ça veut dire l'émission d'information 28 minutes sur Arte, ça veut aussi dire tout le temps d'information existant sur les chaînes d'information en continu, comme France Info. L'Observatoire des médias sur l'écologie met en évidence du coup le chiffre de 3,7% de temps d'antenne dédié aux enjeux environnementaux en 2024. Et ça pose problème parce qu'on parle de sujets qui concernent les conditions d'habitabilité des populations sur l'ensemble du siècle. On parle de capacité à se projeter dans un horizon à une France à plus 4 degrés, par exemple, d'ici la fin du siècle. On parle également des questions d'érosion de biodiversité et de crise des ressources naturelles. Autrement dit, parler à seulement 3,7% de ces enjeux-là, c'est se priver d'éléments d'information et de prise de conscience de l'importance de ces sujets. Non seulement c'est faible, mais c'est aussi en baisse, puisque ce chiffre de 3,7% est bas, mais il est encore plus bas que l'année précédente. Il est en baisse de 30% par rapport à 2023. Donc on parle peu des enjeux environnementaux dans les médias, mais on en parle surtout au moment des crises. Et ça, l'Observatoire permet aussi de le mettre en valeur. Vous avez peut-être vous aussi cette perception, c'est ce qui ressort dans les sondages. L'information environnementale aujourd'hui est jugée catastrophiste et anxiogène. On se concentre principalement sur l'environnement quand il y a des crises, des inondations, des événements climatiques extrêmes, des incendies. Et donc, le fait de ne pas parler des solutions, avec un traitement sur les solutions qui est en baisse de 30% aussi sur l'année dernière, le fait de ne pas parler des solutions, c'est à nouveau un problème puisque ça ne pousse pas les citoyens
ça peut pousser les citoyens plutôt, à se démobiliser face à un sujet qui est source d'anxiété. Le dernier élément à avoir en date, ça c'est un des derniers apports que Quota Climat a réalisé, c'est que à cette faible quantité de traitement médiatique des enjeux environnementaux, s'ajoute de plus en plus un traitement dégradé des enjeux environnementaux, de plus en plus poreux à la désinformation climatique. Et là, on commence à rentrer au cœur du sujet. La désinformation climatique, c'est quoi? C'est lorsque, par exemple, dans une émission de télé ou de radio, une personne profère une affirmation qui est fausse, qui est vérifiable, qui n'est pas contredite par le présentateur. Et sur le trimestre écoulé, on a près de 128 cas de désinformation climatique qui ont été identifiés dans les programmes d'information des médias audiovisuels. 128 cas sur un trimestre, pour vous donner une idée, ça fait 10 par semaine, ça fait 1 par jour. Donc, aussi bien les médias que les citoyens sont sujets à une désinformation climatique qui peut, par exemple, cibler la question des voitures électriques, qui peut, par exemple, cibler la question des énergies renouvelables. Et cette désinformation climatique, elle existe en France, mais elle ne connaît pas de frontières. La BBC récemment a publié un reportage sur l'organisation de la COP30, durant lequel elle expliquait, en s'étant rendue sur place, qu'une autoroute était construite à travers la forêt amazonienne pour l'organisation de la COP30. Cette information, en l'occurrence, elle a été démentie par le secrétariat de la COP30, par les organisateurs de la COP30, mais le mal était déjà fait parce que cette information a été notamment récupérée par des acteurs hostiles à la transition écologique qui pointaient une forme de contradiction à organiser un événement diplomatique sur le climat au sein de la forêt amazonienne en déforestant. En l'occurrence, cette information a été fausse, elle a été démentie par les organisateurs. Pourtant, l'information s'est diffusée et le travail comme le nôtre qu'on a pu effectuer, c'était d'essayer d'obtenir des démentis. Voilà globalement le cadre autour des enjeux de désinformation climatique et d'information de médias aujourd'hui en France. On est déjà à la fin de la première partie, peut-être que vous avez déjà quelques questions. Annelise, peut-être je te laisse prendre la suite pour la première question avant de passer à la deuxième partie. Oui, merci. Merci beaucoup, Léonard. Est-ce que effectivement, donc, à ce stade, vous avez déjà peut-être des réactions ou des questions à nous poser pour répondre à ces tendances globales? Je vois une main levée, Vincent Perlot. Oui, bonjour. Je vais peut-être mettre ma caméra, c'est mieux. Voilà. Oui, c'est, sur, l'évolution des médias qui traitent, de l'environnement et de ces questions climatiques. Malheureusement, ils sont, menacés. Est-ce qu'on a une évolution un petit peu, du nombre de médias un petit peu spécialisés sur ces questions? Parce qu'il est souvent bien difficile pour eux de vivre et il me semblait que sur ces 5 dernières années, on a vu malheureusement, disparaître, un certain nombre de médias. Alors on a encore Reporter, on a encore Vert, mais ces médias sont parfois peu connus et pas forcément ont une très grande audience. De même que est-ce qu'on a depuis 2025 des émissions, on a sur le journal de France 2 la petite minute climat maintenant au moment de la météo, mais est-ce qu'on sait si en 2025 les évolutions 2024-2025 sur le temps d'antenne, il y a un retour un petit peu, enfin des retours un peu meilleurs, quoi. Pardon si j'ai été confus, c'est la fin de journée. Non, c'est pour bien comprendre, c'est comment est-ce que les médias se mobilisent aujourd'hui, sachant que certains titres auraient disparu, si je comprends bien. Bah, oui, c'est ça et c'est comment est-ce qu'il y a une évolution, sur les médias qui est aussi inquiétante, sur le nombre de médias centrés sur l'écologie? Ou est-ce que la tendance, est plutôt à la stabilisation où on a plutôt des choses, des bonnes nouvelles? Oui, alors il existe notamment au sein de la presse indépendante et des médias indépendants un certain fourmillement autour d'initiatives sur ces enjeux-là. On peut penser, tu as mentionné, Vincent, la question de Reporter. Un média comme Vert, en l'occurrence aussi, qui a émergé ces quelques années, commence à avoir une audience de plus en plus importante. Nous, on travaille avec Vert notamment sur leur dernière newsletter en matière de désinformation climatique qui s'appelle Chaleurs Actuelles. Je peux citer également Climax. Ça, ces quelques médias-là, indépendants, commencent à se restructurer. Certains titres de presse ont disparu, d'autres se restructurent. Au niveau, en effet, des autres médias, on pourra en parler. C'était plutôt dans la deuxième partie que je vais revenir sur ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, les médias
commencent à se mobiliser sérieusement sur les enjeux environnementaux. Ça reste insuffisant au niveau des crises et les travaux de l'Observatoire des médias sur l'écologie le montrent. Euh, euh, et cette demande de médias qui soient indépendants ou non, de programmes spécialisés ou non, est mue par cet intérêt croissant des Français pour l'environnement. C'est tout travail mené à la fois dans ce webinaire avec Teragir et Cota Climat que le but est de stimuler cet intérêt et de traduire ça en pratique. Merci beaucoup, Vincent. Merci. Effectivement, on va revenir dans la deuxième axe sur l'importance de soutenir les médias indépendants. Donc voilà, ça ouvre une belle transition pour ouvrir la suite. Donc évidemment, on pourra prendre de nouvelles questions dans cette deuxième partie, ce deuxième axe, mais aussi à la fin, on pourra aussi avoir un temps d'échange avec vous. J'embraye sur la deuxième partie ? Ouais. Allez, c'est parti. Alors, Donc, dans cette première partie où le but est de vous donner quelques éléments de contexte à la fois sur les enjeux de médias, d'information et d'environnement, il y a une situation nationale, en l'occurrence en France, qui est intéressante de comprendre. C'est que la France dispose à la fois d'un système médiatique important, avec des spécificités, mais aussi d'une régulation existante qui est déjà un socle intéressant pour tenter de défendre le droit à l'information, aujourd'hui malmené, et notamment en matière environnementale. Donc ça va être globalement l'axe qu'on va étudier dans cette deuxième partie. Vous connaissiez peut-être le CSA, vous connaissez peut-être désormais l'ARCOM. L'ARCOM, c'est l'autorité de régulation des communications, qui est une fusion depuis 2022 du Conseil supérieur de l'audiovisuel et d'une autre institution indépendante qui s'appelait Hadopi, qui était plutôt chargée du numérique. Ce gendarme de l'audiovisuel, comme on le surnomme, il dispose de pouvoirs aujourd'hui pour pouvoir réguler la liberté de communication, protéger cette liberté-là également, à travers des outils qui figurent dans la loi. Pour les personnes plus ou moins averties, l'audiovisuel auparavant était uniquement public. Lorsqu'il a été privatisé, le corollaire, ça a été de créer un cadre de régulation pour réguler à la fois la communication audiovisuelle publique et privée. Et donc l'ARCOM aujourd'hui dispose d'outils pour pouvoir réguler la communication audiovisuelle. Le seul problème aujourd'hui, c'est que ce socle aujourd'hui est insuffisant pour constater notamment des manquements en matière d'invisibilisation de l'information environnementale et de désinformation climatique. Pourquoi est-ce que ça pose problème ? Parce que depuis que l'environnement est apparu comme une priorité en matière de politique publique et que des dispositions ont été prises pour garantir le droit de la société et des citoyens à bénéficier notamment d'une information environnementale, ça c'était la charte de l'environnement en 2004, ce droit-là il est malmené parce que l'ARCOM rend aujourd'hui très peu de décisions sur les questions environnementales. Elle a pourtant des missions sur le sujet, mais le socle juridique sur lequel elle s'appuie pour rendre ces décisions est encore trop fragile. Le travail d'une association comme Cota Climat en matière de mise en lumière des manquements, c'est de se saisir d'un droit qu'on appelle une saisine. Une saisine, c'est la capacité d'aller saisir l'ARCOM sur des manquements. Cette disposition-là, vous la connaissez peut-être lorsqu'on a parlé notamment des dérives qu'une émission comme Touche pas à mon poste pouvait comporter. Plusieurs citoyens avaient saisi l'ARCOM face à des travers, des manquements que l'émission de Cyril Hanouna pouvait avoir. Nous, Cota Climat, on se sert des saisines sur certains passages d'émissions, notamment, où on constate un manquement, par exemple, dans les obligations qu'un éditeur de médias a auprès de l'autorité de régulation pour faire respecter, par exemple, l'exactitude de l'information, l'indépendance de l'information, la rigueur de l'information. Et ça, aujourd'hui, c'est le moyen qui existe en termes de mobilisation citoyenne, de modalités pour faire respecter le droit à l'information, dont on peut se servir pour faire constater des manquements. C'est ce qui a permis, par exemple, l'année dernière, d'obtenir la première condamnation, c'est historique, la première condamnation d'une chaîne de télévision pour propos climato-sceptiques non contredits. Cette sanction, elle a été prononcée par l'ARCOM à la suite d'une saisine de Cota Climat contre CNews, la chaîne d'information CNews, en juillet 2024. Et CNews a été condamné à 20 000 euros. Ce manquement-là à la rigueur et à l'exactitude de l'information a été avéré sur un passage d'une émission de Pascal Praud
où un invité remettait frontalement en cause l'origine anthropique du réchauffement climatique et le présentateur n'a pas été responsable de la maîtrise de l'antenne et du respect de la véracité de l'information. Théoriquement, un présentateur, une présentatrice dans ce genre d'émission doit être en mesure de pouvoir contredire des faits qui manquent à l'exactitude. En l'occurrence, cette saisine a constaté, et l'autorité a constaté ce manquement, CNews a été condamné. Donc cette saisine-là, elle existe aujourd'hui pour pouvoir faire constater des manquements, mais c'est insuffisant et il y a des manières de pouvoir changer les choses. On y reviendra dans la dernière partie. Ça, c'est au niveau de l'autorité de régulation. Mais il existe aussi, face aux limites actuelles du système médiatique français pour mieux parler et plus parler d'information environnementale, il existe depuis quelques années une mobilisation à la fois des médias et des journalistes pour pouvoir mieux appréhender ces sujets. Et là, Vincent, peut-être qu'on va reboucler avec ton sujet. Ce qu'il faut retenir peut-être comme année un peu de tournant, c'est l'année 2022. En septembre 2022, durant le même mois, il y a 2 initiatives d'ampleur qui ont été prises de la part de 2 acteurs différents. C'est d'abord la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique qui apparaît sur le PowerPoint. Cette charte, elle a été lancée en l'occurrence par notamment le Média Vert, mais aussi des journalistes comme Anne-Sophie Novelle, d'autres journalistes également, qui ont sorti un petit ouvrage pour expliquer comment est-ce que le journalisme aujourd'hui devait se repenser, se réinventer pour transformer son traitement médiatique à la lumière des crises écologiques. La charte, elle a été lancée en septembre 2022. Elle est aujourd'hui co-signée par plus de 2000 journalistes. C'est un chiffre conséquent. Il y a 35 000 journalistes en France, donc il y a encore de la marge. Mais c'était une première mobilisation assez inédite, venant, on va dire, des praticiens même, pour pouvoir transformer leurs pratiques. Il y a eu également des mobilisations de certains médias. Et ça, en l'occurrence, ça a été le plan de formation, également annoncé en septembre 2022 par Radio France. Radio France gérant France Info, France Inter, France Culture, France Musique, FIP, etc., qui a entamé un plan de formation des journalistes pour favoriser une mise à niveau sur les enjeux scientifiques, notamment en matière d'environnement. D'autres médias se sont depuis mobilisés pour les amateurs ou les amatrices de Ouest France, qui est le premier quotidien en termes de diffusion en France. C'est 600 000 exemplaires par jour. Ouest France a notamment rédigé sa propre charte et créé un réseau environnement qui rassemble aujourd'hui près de 200 journalistes sur les 600 de la rédaction. On a également 10 résolutions qui ont été prises par le journal La Croix au début de l'année. Et ces résolutions du journal La Croix pour améliorer sa couverture du traitement médiatique des enjeux environnementaux est intéressante parce qu'on a ici à nouveau une mobilisation d'un média qui décide en attente de changements plus structurels de transformer leurs pratiques. Et ils sont notamment appuyés sur un élément intéressant. Ils ont décidé de constituer un comité d'experts, 4 experts, qui se tiennent à la disposition de la rédaction pour la fabrication de l'information environnementale et qui apportent leur regard de scientifique dans le traitement médiatique de certains sujets. Je pense notamment à Arnaud Gossman, qui est un avocat en droit de l'environnement et qui fait partie de ce comité d'experts. Donc, on voit du coup avec ces éléments-là, c'est que la France aujourd'hui dispose d'un cadre médiatique qui permet ponctuellement de pouvoir constater des manquements en termes de traitement médiatique de l'information environnementale. On constate aussi une forme d'apparition, de prise de conscience commune sur les insuffisances, puisque sans attendre nécessairement des changements structurels, les médias et les journalistes se mobilisent pour répondre à une demande citoyenne, à la fois en termes d'environnement, mais aussi en termes de qualité d'information environnementale. Et ça, ce sont des signes encourageants dans un contexte, à nouveau, où la désinformation climatique se développe et où l'espace informationnel qu'on avait tendance à penser comme séparé entre les médias traditionnels comme la télévision et la radio et les réseaux sociaux est de plus en plus fluide et favorise aussi des dynamiques de désinformation, de polarisation aussi de la société sur des enjeux environnementaux. Et pour toutes ces raisons-là, on dispose à la fois du coup de ressources pour répondre à des problèmes. Voilà pour cette deuxième partie
peut-être qu'on peut prendre une question avant de passer à la troisième, Annelise. Oui, tout à fait, oui. Effectivement, si vous avez donc des réactions pour cette nouvelle partie, notamment sur le cadre réglementaire, l'ARCOM, et notamment le plan de formation, l'accompagnement, le rôle des journalistes, vous pouvez mettre votre micro ou le mettre dans le chat. N'hésitez pas, hein, vraiment, on est là pour échanger, avoir un temps interactif avec vous. Alors, moi, ce que je vois un élément de réponse dans le chat qui est intéressant et qui permet de rebondir pour peut-être incarner cette volonté de transformation des pratiques. C'est en effet, quelqu'un dans le chat mentionne Sophie Roland. Sophie Roland, qui est une ancienne journaliste de France Télévisions et qui est en pointe dans la formation des rédactions aux enjeux environnementaux. Elle a notamment, par exemple, accompagné France Télévisions. Elle est en effet, Vincent, tout à fait formée au journalisme de solutions qui font partie des pistes aujourd'hui déjà exploitées par certains, en cours d'exploitation par d'autres, pour changer le regard que les journalistes ont eux-mêmes sur l'environnement, mais aussi pour changer la perception, l'intérêt des citoyens sur l'information environnementale. Je l'ai mentionné dans la première partie. Aujourd'hui, lorsqu'on demande aux personnes comment est-ce qu'ils perçoivent l'information environnementale, l'un des premiers adjectifs qui revient, c'est une information anxiogène, c'est une information démobilisante. Lorsque vous entendez, par exemple, l'existence de méga-feux au Canada ou en France, comme à l'été 2023, et que c'est l'un des moments de l'année qui concentre le plus l'attention médiatique sur ces enjeux-là, et qu'en parallèle, la question de la couverture des solutions qui existent aujourd'hui, mais qui ne fait pas masse, ça ne change pas les représentations des Français en matière d'environnement. Ça complique la capacité de la société et de ses acteurs à se projeter dans une société qui devra s'adapter au changement climatique, à l'érosion de la biodiversité, à la crise des ressources naturelles. Donc tout à fait, Sophie Roland fait partie de ces personnes-là qui portent un petit peu le flambeau de la transformation des pratiques et qui le font très bien. Merci Léo. Et Je crois que c'était Léo, donc merci Léo pour cet élément. effectivement, il y a aussi beaucoup d'autres journalistes de solutions, tu l'as évoqué, donc Anne-Sophie Novelle également, Nina Facio, donc journaliste et auteur de différents ouvrages. Et donc, c'est tout aussi l'intérêt, nous, de notre programme Jeunes Reporters pour l'environnement, de pouvoir aussi porter un discours porté sur le journalisme de solutions auprès de notre communauté d'élèves et d'apprenants. On va passer peut-être à la troisième partie. J'avais une dernière petite question, peut-être de Nicolas. Ouais. Est-ce que tu peux la prendre, Léonard? Ouais, donc la question de Nicolas, c'est selon vous, les médias climato-dénialistes ne se structurent-ils pas de même pour désinformer? Alors, si je comprends bien la question, Nicolas, ce que tu essayes de dire, c'est qu'il y aurait une forme d'association des médias qui seraient climato-sceptiques pour pouvoir diffuser de la désinformation? Oui, je me permets de prendre le micro Je directement. t'en prie, ouais, vas-y. Voilà, là, ce qui est décrit, et c'est très très intéressant, ce sont les efforts pour aller vers une information rigoureuse, déontologique, mais on peut véritablement se poser la question d'une structuration en France, mais ailleurs aussi dans le monde, de groupes de presse et de groupes médiatiques plus généralement, qui ont pour objet la désinformation, ou en tout cas un projet qui servent un projet de société euh, qui, par exemple, va intégrer beaucoup plus de technosolutionnisme miraculeux et souvent mensonger que de solutions véritablement écologiques. On peut penser, par exemple, sans être dans du technosolutionnisme, on peut penser à de fausses solutions comme les méga-bassines, qui correspondent à des intérêts aujourd'hui structurés et structurels. Donc, sans faire du tout de complotisme par rapport à ces groupes de presse, leur fonctionnement commence à être mis en évidence ici ou là. Ouais, peut-être que pour donner peut-être des éléments un petit peu plus précis et pour te répondre, ce que la note préliminaire que Cota Climat a réalisée avec Data for Good, une autre association qui est engagée plutôt sur les questions de tech et d'intelligence artificielle, et Science Feedback, qui eux sont un réseau de fact-checkers
mobilisés sur les questions d'information scientifique. Ce que cette note-là sur la désinformation climatique a mis en valeur, c'est que sur les 128 cas détectés que j'ai mentionnés plus tôt, CNews et Sud Radio sont les 2 plus gros pourvoyeurs de cas de désinformation. Cette information est intéressante. Pourquoi? Elle est intéressante déjà parce qu'elle ajoute de la nuance sur un discours généraliste qui pourrait être utilisé, à savoir tous les médias désinforment. La réalité, c'est que ce n'est pas le cas. On a clairement des têtes de proue qui, notamment pour des raisons idéologiques, de critique de la transition, de remise en cause par exemple de l'industrie fossile, vont avoir un intérêt idéologique ou économique, en termes d'audience notamment, à diffuser des programmes qui permettent de donner la parole à ces enjeux-là. Alors ça, sur ces éléments-là, à nouveau, on en revient à la responsabilité des médias, c'est-à-dire que théoriquement, le rôle des médias en cas d'invités potentiellement climato-sceptiques, ça pourrait être de remettre en cause leurs éléments, ça pourrait être de contredire des opinions qui ne seraient pas fondées sur des faits établis et qui visent à entretenir le doute. C'est la fabrique du doute, ça a été notamment la stratégie du lobby du tabac. Ça, en l'occurrence, donc le fait d'avoir des têtes de proue signifie qu'il y a très clairement certaines personnes et certains médias qui sont dans l'espace médiatique pour désinformer ou qui ont une intention de désinformer. Mais il existe aussi des remparts. L'existence globale du système médiatique peut permettre, en portant le débat, par exemple en visibilisant davantage des personnalités comme des experts qui sont appréciés des Français, qui sont capables de rajouter de la nuance, de rappeler les faits, peut être un rempart pour cela, pour pouvoir notamment contredire ces discours qui ne sont pas étayés sur des faits. Et puis il y a tout simplement également une meilleure connaissance des enjeux environnementaux de la part des journalistes qui peut aussi permettre de contredire, idéalement en direct, autrement a posteriori, mais de pouvoir fonder le débat sur des faits. Et c'est précisément cet élément-là, un socle de réalité commun qui est utile à la décision publique, qui est aujourd'hui attaqué par certains acteurs, qui soient médiatiques, politiques, économiques, et qui peuvent avoir des intérêts convergents à désinformer. Merci beaucoup, Léonard. J'espère qu'on a répondu à votre question. Nicolas? Super. Merci, merci beaucoup pour vos réactions. C'est chouette d'avoir effectivement d'avoir un retour de votre part sur notre temps d'échange. On va passer maintenant donc au temps de plus de mobilisation, notamment de la part des citoyens et notamment lié à l'éducation aux médias dans cette troisième et dernière partie ensemble. Et donc je laisse donc Léonard introduire cette partie pour Ouais. qu'on puisse clôturer sur une note un peu plus positive sur une mobilisation qui est possible de notre part. Oui, tout à fait. Bon, chez Quota Climat, on a l'habitude de pointer souvent des problèmes. De Quota Climat, ça structure en 3 volets. Ça structure à la fois en l'objectivation du problème, c'est-à-dire produire de la donnée pour prendre conscience de la situation actuelle des médias autour de l'information environnementale, des échanges avec des journalistes et des médias pour pouvoir transformer les pratiques, et aussi de se mobiliser à d'autres échelles pour défendre une information fiable et intègre. Euh, je parlais du rôle de l'ARCOM tout à l'heure, je parlais des manquements. Quota Climat, depuis sa naissance en 2022, s'est mobilisé notamment à l'échelle du Parlement pour sensibiliser les députés et les sénateurs au risque que fait peser une information en faible quantité et en faible qualité sur l'ensemble de la société. Quota Climat a notamment travaillé avec une association qui s'appelle l'Institut Rousseau sur une première proposition de loi qui a suscité l'intérêt de députés et qui a permis, après ce qu'on appelle un groupe de travail, au dépôt d'une proposition de loi qui a été déposée en novembre 2024, qui est aujourd'hui co-signée par plus de 80 députés issus de 8 partis politiques différents, donc ce qui signifie là un large soutien transpartisan, et qui propose notamment un renforcement du rôle de l'ARCOM. Autrement dit, après avoir travaillé et à s'être nourri en expertise, les députés ont atterri sur le constat que l'ARCOM n'était pas assez outillé aujourd'hui pour garantir une information environnementale de qualité et la défendre. Donc cette proposition de loi, c'est un des éléments, et le renforcement du rôle de l'ARCOM, c'est un des éléments, selon nous, décisifs. On considère chez Quota Climat qu'il faut changer les règles du jeu médiatique aujourd'hui pour mieux parler de climat dans les médias.
Il y a également d'autres éléments qui ne font pas partie du changement de loi, qui sont complémentaires et qui concernent par exemple le renforcement de ce qu'on appelle la déontologie. La déontologie, ce sont les pratiques qui encadrent l'activité journalistique. Ça a toujours été un sujet historique sur comment est-ce que le journalisme va être guidé par une forme d'éthique sans que sa liberté ne soit réduite. Le journalisme s'est toujours adapté à différentes évolutions. Et sur ces éléments-là, l'idée aujourd'hui est de renforcer la question de l'environnement dans la déontologie des journalistes. L'exemple de la charte sur un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique, c'est un premier pas, mais d'autres mécanismes de régulation à l'échelle des journalistes existent et le but, c'est de pouvoir doter cette autorité d'échange entre journalistes qui s'appelle le CDJM, le Conseil de déontologie journalistique et de médiation, qu'elle soit dotée d'une meilleure reconnaissance pour que, lorsqu'elle se positionne sur des sujets, elle soit davantage reconnue par les médias et donc par les journalistes et que ça contribue également à un changement des pratiques. Et puis, je pourrais détailler également l'action à l'échelle internationale. Annelise, je pense qu'il y a deux éléments qui sont vraiment intéressants et sur lesquels on se rejoint chez Terre Agir et Quota Climat. Je te laisserai les présenter. Merci beaucoup, Léonard. Effectivement, donc pour compléter effectivement la mobilisation pour avoir une information fiable, l'idée, comme on a pu l'introduire un peu plus tôt, c'est vraiment de pouvoir porter notre intérêt, notamment de pouvoir soutenir des médias indépendants. On parle de médias indépendants, des médias financièrement indépendants, et qui sont notamment exempts d'influence et de pression pour notamment avoir une information fiable et une déontologie journalistique. C'est notamment ces médias qui permettent vraiment d'avoir une pluralité aussi d'informations, une fiabilité dans le fact-checking. Donc, on parle de fact-checking quand il est notamment question de pouvoir vérifier les sources et de pouvoir également les croiser. On pense aussi, notamment à travers l'indépendance de ces médias, notamment on pense à certains médias tels que Mediapart, qui, grâce à leur indépendance, on peut, nous, en tant que citoyens, adhérer ou s'abonner à Mediapart pour avoir accès à cette information qualitative, notamment à travers... donc Mediapart, effectivement, est considéré comme un lanceur d'alerte dans le paysage médiatique français, puisqu'il a pu lancer de nombreuses enquêtes, notamment au niveau politique ou au niveau économique. Et donc, ça permet notamment d'assurer une démocratie au niveau du pays qui soit saine et éthique. Donc, effectivement, sur l'information, l'accès à l'information, il y a aussi un enjeu de pouvoir aussi reconnaître la valeur de l'information, le rôle des journalistes, et de savoir aussi mettre un prix, donc que ce soit pour s'abonner à un média, de pouvoir aussi accéder à une information qualitative à travers, oui, un accès à travers un prix qu'on peut mettre pour accéder à une information fiable. Et un deuxième levier, évidemment, donc complémentaire aux médias indépendants, est vraiment l'EMI, donc l'éducation aux médias et à l'information. Et je pense qu'une majorité d'entre vous aujourd'hui, vous êtes peut-être enseignant, animateur ou référent EMI dans certaines académies. On le sait, l'éducation aux médias et l'information est également un levier important de mobilisation pour la jeunesse, pour le corps enseignant également, pour développer donc un esprit critique auprès de nos jeunes. Et notamment, l'éducation aux médias a été mis en place grâce au sein de l'éducation nationale, notamment grâce au CLEMI, qui est un opérateur de l'éducation nationale qui existe donc depuis 1983 et qui permet de décliner donc, à travers des actions territoriales l'éducation aux médias dans les territoires. Donc, effectivement, sur l'EMI, donc l'éducation aux médias et à l'information, donc nous, au sein de Terre Agir, on a 3 programmes d'éducation au sein de notre pôle éducation et jeunesse Terre Agir. On a donc un programme qui est lié donc Éco-École, qui est une méthodologie et un accompagnement des établissements vers une méthodologie auprès des enseignants. On a aussi un programme, la Journée internationale des forêts, qui accompagne plus les porteurs de projets du primaire au collège autour d'une gestion durable des forêts. Et on a donc un 3e programme, donc le jeune reporter pour l'environnement, qui est un programme qui est vraiment dédié donc, à la formation, à l'accompagnement de porteurs de projets au niveau national,
de public de 11 à 25 ans, donc du collège au lycée jusqu'à l'enseignement supérieur. Et donc ce programme Jeunes Reporters pour l'environnement est donc un programme au croisement de l'EMI et de l'EDD, donc Éducation en développement durable, qui permet vraiment de pouvoir insuffler, de pouvoir nourrir les porteurs de projets autour d'une méthodologie du journalisme de solutions, notamment avec un temps fort à l'année, notamment dans la production de reportages, autour d'un concours national qui est mis en place pour que les jeunes porteurs de projets puissent avoir un projet concret à mettre en place, notamment avec différentes productions de reportages et de médias sur 3 formats différents qui sont proposés, donc des podcasts, des articles et des vidéos qui permettent d'avoir vraiment de développer l'esprit critique de ces jeunes porteurs de projets, de pouvoir vraiment travailler dans une méthodologie collaborative en groupe. Donc Jeunes Reporters est présent donc dans une quarantaine de pays, puisque donc le programme est décliné aussi au niveau Europe et dans différents pays dans le monde, donc avec des différents temps de jumelage aussi. Et donc effectivement, il permet d'accompagner à la formation à ces différents temps auprès des scolaires. Donc on l'a vu un peu plus tôt, donc l'EMI en France est inscrite depuis 2013 dans le code français, le code de l'éducation. Et comme j'ai pu le mentionner, comme vous le savez évidemment, je pense, l'éducation nationale et donc décline l'EMI à travers l'opérateur du CLEMI et permet donc aux élèves d'acquérir une connaissance médiatique, informationnelle et numérique liée à cette éducation aux médias. Et donc plus récemment, peut-être que vous avez dû le voir passer, notamment dans l'actualité du CLEMI, donc l'éducation nationale a renouvelé donc, son intérêt à réaffirmer l'importance de l'EMI dans les programmes scolaires, puisque 10 ans après la refonte de son socle de connaissances, l'EMI a donc été renouvelé dans le nouveau projet de socle commun de connaissances, de compétences et de culture qui sont donc insufflés qui sont donc portés par le Conseil supérieur des programmes au niveau de l'éducation nationale. Donc effectivement, l'esprit critique est vraiment un enjeu majeur pour les jeunes élèves à ce qu'ils puissent vraiment développer leur propre libre arbitre. Donc à savoir pouvoir distinguer un fait d'une opinion, à savoir pouvoir accéder à une information éthique et vérifiée. Et l'EMI est donc vraiment transverse dans les différents programmes scolaires et permet donc aux jeunes élèves de pouvoir prendre la parole en public, de pouvoir rédiger, analyser différents sujets et de pouvoir donc évidemment faire preuve de créativité et d'initiative pour identifier une personne interviewée, que ce soit un maire d'une collectivité ou une personne porteuse de solutions. Donc effectivement, sur le temps fort Jeunes Reporters, je pense que certains d'entre vous, notamment Monsieur Perlot, ou d'autres personnes aujourd'hui avec nous, participaient déjà depuis vous êtes déjà plusieurs d'entre vous à être fidèles au concours annuel Jeunes Reporters. Donc ce programme est porté depuis 30 ans par l'association Terre Agir et donc accompagne les jeunes de 11-14 ans, 15-18 ans et 19-25 ans à pouvoir participer à la production de reportages à travers un appel à projet qui est lancé chaque année de septembre au mois de mars et avec donc une remise de prix, une cérémonie qui est donc mise en place auprès des lauréats au mois de juin. Et donc pour terminer, pour clôturer peut-être sur l'aspect l'éducation média, effectivement c'est vraiment quelque chose qui est encouragé et porté par l'éducation nationale, mais aussi par tout un tissu associatif d'associations d'éducation aux médias, d'associations d'EMI, qui se développent de plus en plus depuis ces 5 à 10 dernières années, et avec donc vraiment un temps de formation qui est mis en place auprès de ces porteurs de projets. Est-ce que peut-être vous avez des temps de réaction sur la mobilisation
Peut-être avant de juste prendre les questions, merci déjà d'avoir été avec nous depuis 18 h. Juste pour terminer sur un point, la désinformation climatique, ce que vous devez retenir, c'est que ça devient une priorité internationale. Je parlais de la COP30 tout à l'heure. La désinformation climatique, aujourd'hui, ça fait partie des priorités de travail pour la COP30. L'année dernière, le Brésil a lancé à la fin de l'année une initiative dont le but est de porter des propositions pour la prochaine COP30 en novembre. Elle a lancé ce qu'on appelle une initiative pour l'intégrité de l'information en matière climatique avec d'autres institutions, l'UNESCO, le G20. La France aujourd'hui est signataire de cette initiative, comme d'autres pays, le Royaume-Uni, le Maroc. Et donc, la désinformation climatique, il y a encore un an, elle n'était pas nécessairement très reconnue ou bien perçue par les décideurs. Et ça devient une priorité de travail. Et c'est aussi ce qui donne de l'espoir dans la manière de pouvoir régler et apporter des solutions à un problème qui pose des conséquences humaines, puisque lorsque de faux numéros d'urgence circulent en cas d'inondation ou d'événements climatiques extrêmes, ça occasionne des morts. Démocratique aussi, puisque le rôle des médias est attaqué, et également sécuritaire, puisqu'un État peut se retrouver beaucoup plus faible en cas de crise si la qualité de l'information en matière environnementale n'est pas assurée. Donc c'est aussi un des derniers éléments à retenir, et c'est un des éléments sur lesquels on travaille beaucoup chez Cota Climat cette année. Effectivement, et si je peux peut-être compléter, il y a effectivement des groupes de travail, qui sont, portés sur la désinformation, notamment par Convergence en amont de la COP30 et qui sont en train de se développer, notamment avec un forum jeunesse au Brésil, au mois d'août, en amont de la COP30 qui aura lieu donc, en décembre, au Brésil. Effectivement, c'est vraiment au cœur de l'actualité et notamment en géopolitique, compte tenu des élections américaines. Donc, à vous la parole si vous souhaitez peut-être mettre, votre caméra et peut-être, réagir ou poser des questions sur, certains éléments qu'on a pu vous apporter sur, l'éducation média, sur, le cadre réglementaire, ou le soutien, l'appui, aux médias indépendants. N'hésitez pas, ce temps est fait pour vous. Anne-Lise, c'est Nathalène. Je voulais juste répondre à une question dans le chat. Je ne sais pas si elle a été traitée de la part de Manuela sur le fait que le projet est effectivement étendu à l'ensemble du territoire français, métropole et ultramarin. Et la tranche d'âge pour le programme Jeunes Reporters pour l'Environnement, c'est 11-25 ans. Voilà, c'était juste les précisions. Oui, c'est ça, oui, effectivement, c'est bien au niveau France et outre-mer. Donc on reçoit chaque année des reportages, des outre-mer. Notamment cette année, on a reçu de très chouettes reportages, de La Réunion. Donc effectivement, c'est ouvert, à tout le territoire et donc effectivement, l'âge, va bien jusqu'à 25 ans. Avec une filière, donc une différenciation, pour les 19 à 25 ans, donc filière journalisme et hors, filière journalisme. Je vois une question sur les meilleures stratégiges d'encadrement et de régulation de l'intelligence artificielle pour empêcher la propagation des fake news concernant la crise climatique. Il y a peut-être un élément déjà à apporter à cette question. C'est que l'intelligence artificielle, elle a en effet une très forte empreinte environnementale. Elle peut aussi permettre, à certains égards, d'être utile dans la lutte contre la désinformation climatique. Je prends cet exemple-là parce que dans le travail de méthodologie de l'Observatoire des médias sur l'écologie, le fonctionnement de l'observatoire et l'enregistrement des données fonctionnent en partie grâce à l'intelligence artificielle, grâce à un modèle de langage. Si je prends l'exemple également de la désinformation climatique avec lequel Cota Climat travaille avec Data for Good et CN Feedback, c'est aussi grâce à un modèle de langage qu'on peut automatiser la détection de la désinformation climatique et qui permet en fait de prendre conscience d'un problème qu'une veille artisanale n'aurait pas permise. Donc après, il y a des enjeux autour d'une IA, ce qu'on appelle frugale, c'est-à-dire peu énergivore,
On sait aussi que 90% des informations d'ici 5 ans, selon un rapport de l'OTAN, seront générées par l'intelligence artificielle. Donc c'est tout notre rapport à l'information qui va être bousculé à cet égard par les questions d'intelligence artificielle. Et il y a plusieurs initiatives aujourd'hui qui existent à l'échelle diplomatique. La France a organisé un sommet sur l'intelligence artificielle en février. L'Union européenne également se mobilise sur ces enjeux-là. Du côté de Quota Climat, on est positionné sur ces différentes échelles pour pouvoir défendre des positions relatives à cet enjeu. J'espère avoir répondu à la question, mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'intelligence artificielle est aussi bien, elle connaît de multiples usages, et en l'occurrence, du côté des actions de plaidoyer que nous pouvons mener grâce à la data, elle permet vraiment de prendre conscience de phénomènes qui nous dépassaient littéralement auparavant. Effectivement, oui, et l'intelligence artificielle peut vraiment être au service de l'accès à l'information, et vous avez développé Quota Climat cette identification des cas de désinformation grâce à un outil intelligence artificielle. J'avais peut-être d'autres questions, notamment de réaction. Peut-être Nicolas, vous pouvez prendre la parole à nouveau, peut-être pour Léonard. Oui, merci beaucoup. Donc, moi, je suis inspecteur d'académie et en charge de la formation à l'éducation au développement durable et à la transition écologique dans l'Académie de Lyon. Et d'où une question, est-ce que vous avez déjà participé à des formations d'enseignants dans telle ou telle académie? Et est-ce que vous pourriez en dire un mot sur voilà, ce que vous avez déjà pu faire? Peut-être Léonard, je n'ai pas retenu votre nom, de Marc-Arian, pardon. Oui. Alors, du côté de Quota Climat, on travaille en effet de plus en plus sur l'éducation aux médias et à l'information. C'est une des recommandations vraiment importantes qui est sortie des États généraux de l'information pour attirer l'attention sur le rôle de l'esprit critique, sur la capacité à permettre aux citoyens, quel que soit leur âge, de pouvoir mieux se former. Aujourd'hui, on travaille principalement avec le ministère de la Culture à l'échelle de l'administration centrale. On n'a pas encore développé de programme spécifique dans les académies. Ça pourrait peut-être être un des modes d'action qu'on serait amené à développer, mais on réfléchit plutôt davantage aux questions via l'administration centrale et via la mise en place plutôt de programmes nationaux, plutôt que sur aujourd'hui des participations à des formations avec des enseignants, principalement pour des raisons d'effectifs. Aujourd'hui, Quota Climat, on est 4 personnes. Il y a encore quelques années, on était, il y a la première employée de Quota Climat a été recrutée à la fin de l'année 2023. En revanche, je crois savoir que Teragir travaille, en l'occurrence, à l'échelle locale, avec différentes académies sur le sujet. Oui, exactement. J'allais te compléter, Léonard. Donc, nous, Teragir, en tant qu'association d'éducation développement durable, on intervient ponctuellement dans des académies. Donc, j'ai notamment pu faire une formation auprès de l'Académie d'Amiens sur l'éducation aux médias. Et effectivement, c'est quelque chose pour lequel on a notamment des conventions avec certaines académies au niveau Teragir. Et donc, c'est des choses aussi qu'on développe avec des enseignants et des référents EDD au niveau territoire. Donc, c'est des choses qu'on peut mettre en place effectivement à la demande de certains enseignants et rectorats pour accompagner au mieux les corps enseignants et académies. Merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas en tout cas à prendre nos contacts. On vous enverra évidemment la présentation avec nos adresses mail pour qu'on puisse échanger ultérieurement. J'avais peut-être une dernière question, peut-être de Joël Garnier, effectivement, qui confirmait qu'il y avait notamment certaines ressources qui étaient mises en place au niveau des territoires. Donc, en ce qui concerne l'EMI, certaines collectivités apportent un important soutien matériel aux établissements scolaires. Donc, effectivement, je pense que oui, au niveau, et notamment elle a cité la région de Bourgogne, Franche-Comté. Donc, effectivement, je pense qu'il y a effectivement des facilités, des prêts de matériel audiovisuel qui sont prêtés au niveau des établissements. Et donc notamment avec des enjeux d'interdisciplinarité de l'EMI, mais qui sont effectivement difficiles à mettre en place en dehors des
des cours de MI ou des CDI. Très bien. Effectivement, oui, oui, vous aurez bien nos mails, nos contacts. Je vais mettre la dernière slide pour peut-être clôturer si vous avez peut-être d'autres réactions. Ah, je vois qu'il y avait une nouvelle réaction. Évidemment, vous aurez tous nos contacts mail. On vous enverra la présentation pour qu'on puisse échanger ultérieurement. Nicolas, vous aviez une nouvelle question ou, Non, mais je ne veux pas accaparer non plus la discussion, hein. Il y a encore 28 participants. Dans l'Académie de Lyon, on organise un séminaire international qui s'appelle Former à l'ère de la transition écologique. La focale que vous avez portée aujourd'hui sur les questions d'information et de désinformation et l'accent que vous avez mis sur la construction de l'esprit critique chez tous, hein, non seulement les adolescents, mais aussi peut-être les adultes, nous paraît à Lyon, dans le comité de pilotage on est avec Trémeur Denigo de la Commission européenne, avec David Wilgenbus de l'Office for Climate Education, par exemple. Ça nous paraît une focale absolument essentielle et on veut aussi la traiter à l'international. Et comme ça a été évoqué il y a quelques instants hein, par Monsieur de Marcarian, voilà, je voulais juste effectivement signaler ce séminaire les 18 et 19 novembre à Lyon 2. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéressait, on pourrait envisager un atelier sur cet aspect, sur cette question hein, de l'information et de la désinformation dans une perspective internationale, effectivement. On sera avec beaucoup de gens qui viennent du monde entier. Mais ça nous paraît aujourd'hui tout à fait central. Et les programmes, vous avez évoqué le lien entre les différentes éducations les programmes d'éducation morale et civique propose un tableau qui est nouveau et très intéressant sur le lien avec l'éducation aux médias, l'information et le DD. Donc, il y a des croisements qui se font et qui permettent sans doute de faire avancer les choses un petit peu plus dans les établissements, malgré les vents contraires, on va dire. Juste pour compléter, Annelise, Nicolas, je me permets d'intervenir parce qu'on était en lien ce matin avec Madame Jalabert à l'Académie de Lyon, justement, pour la signature d'une convention. Donc, moi, je prends note de ces dates et je les intégrerai dans nos échanges avec Madame Jalabert. Voilà. Là, je ne sais pas qui a parlé. Oui, en fait, donc, Nathalène est donc la directrice du pôle éducation et jeunesse de l'association Teragir. Et donc, effectivement, comme je le disais un peu plus tôt, donc Teragir, nous avons des conventions tripartites avec les académies et notamment, donc, Nathalène était en lien avec l'Académie de Lyon. Donc, on est très intéressés, en tout cas, effectivement, pour ce temps en novembre, de pouvoir revenir vers vous rapidement. Bon, bah, n'hésitez pas, merci encore. Je voulais juste prendre la parole, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. 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 Je voulais juste vous remercier pour toutes ces opportunités, ces appels à projets et aussi toute cette documentation qui est mise en place. Je suis enseignante au lycée français de San Francisco et on essaye de pouvoir se raccrocher au projet et on est vraiment très heureux d'avoir aussi la possibilité de participer à vos webinaires à des heures qui, chez nous, sont en petite matinée, mais qui sont tout aussi possibles. Et on espère aussi qu'on va pouvoir aussi parler de cette charte qui est hyper intéressante et peut-être la faire réfléchir à un niveau états-unien. Merci beaucoup. Oui, effectivement, comme l'a évoqué Léonard, 2022 a été une année assez charnière et effectivement, il y a eu beaucoup de mobilisation et la charte pour les journalistes est vraiment une ressource à colporter auprès du corps enseignant. Merci, Sherazade, pour ce témoignage et retour d'expérience. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre intérêt, notamment sur un sujet brûlant
et d'actualité en France, mais aussi dans le monde. N'hésitez pas à en parler autour de vous, donc de Terragir, de Quota Climat, de pouvoir sensibiliser autour de vous. Nous, on est à votre disposition pour, notamment si vous souhaitez avoir d'autres interventions ou formations, c'est des choses qui peuvent aussi être mises en place. Donc nous vous enverrons évidemment la présentation d'aujourd'hui avec des contacts si vous voulez qu'on puisse discuter de manière plus approfondie d'opportunités pour sensibiliser les élèves et les corps enseignants à tous ces enjeux d'information et de désinformation. Merci à beaucoup. tous les deux. Passez une bonne fin de journée. Au revoir. Merci d'avoir Merci assisté au webinaire. beaucoup. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.